Bonjour Benoît Hamon, porte-parole du Parti Socialiste. Merci d'être l'invité de TV5 Monde au lendemain de cette émission très attendue de Dominique Strauss-Kahn. Est-ce que, comme Arnaud Montebourg, candidat à la primaire socialiste, vous diriez maintenant que vous espérez le silence de Dominique Strauss-Kahn ? Je pense qu'il est important qu'on passe à autre chose. C'était indispensable qu'il reconnaisse une faute, avoir mal agi à l'égard des femmes, à l'égard des siens évidemment, à l'égard des Français. Mais il faut passer à autre chose parce que nous sommes attendus sur un autre terrain que celui d'une affaire privée aussi malheureuse que celle-là. Il ne veut pas se mêler de la primaire socialiste ? Il ne veut pas s'en mêler, mais d'abord parce qu'elle se déroule aussi, je crois, assez naturellement sans lui. Et qu'aujourd'hui, je pense tous les éléments, en tout cas, sont réunis sans qu'il intervienne pour que les Français puissent faire la différence entre le candidat qu'ils souhaitent et le candidat qu'ils ne souhaitent pas. Oui. Dominique Strauss-Kahn a reconnu qu'il y avait eu un pacte avec Martine Aubry, ce qui fait dire à certains amis de François Hollande que Martine Aubry serait une candidate de substitution, une candidate par défaut. Écoutez, moi je recommande à tout le monde de ne pas tomber dans la fébrilité. Et le seul pacte que je connaisse, c'était qu'ils s'étaient mis d'accord pour que le mieux placé des deux se présente. En l'occurrence, ils n'ont pas eu, hélas, à débattre et à trancher cette question-là. C'est le seul point qu'ils aient reconnu. Après, que l'entourage de François Hollande se saisisse de cette question-là pour faire un procès en non-détermination à Martine Aubry. On aurait pu faire le même procès à François Hollande à la dernière élection présidentielle quand il avait toutes les chances d'y aller, qu'il n'y a pas été. Personne ne le fait. Donc concentrons-nous sur le débat de fond, c'est mieux. Oui, mais ça veut dire qu'il y a une réelle détermination de Martine Aubry dans cette campagne. Réelle détermination. Mais qui peut en douter ? Elle est totale. Elle est totale, et l'implication qu'elle met aujourd'hui à vouloir souligner que la priorité c'est l'emploi et ce qui serait sa politique jusque dans le moindre détail en matière de salaire, en matière de politique d'emploi en direction des jeunes, en matière d'éducation, l'approche qu'elle a de la construction européenne très différente de ce qu'on a pu entendre en allant jusqu'en Allemagne, co-signer un accord avec les Allemands pour que demain, si nous gouvernons, nous puissions être armés ensemble pour changer le fonctionnement de l'Union européenne, tant dans le rôle de la Banque centrale européenne que dans les capacités d'emprunt de l'Union européenne. Sa détermination, elle est totale. Et bon, je veux dire, si vous verrez le 9 octobre, oui. Je suis sûr qu'on mesurera dans les urnes que les Français lui font confiance. Ça veut dire que vous pensez que les sondages actuellement qui donnent pour les primaires très largement François Hollande devant ne sont pas valables ? Les sondages, moi je respecte les instituts de sondage, mais ils sont d'une matière compliquée puisqu'il n'y a jamais eu de primaire avant, donc on ne sait pas ce que sera le collège électoral, on ne peut même pas corriger en fonction de ce qui s'est passé avant. Donc jamais les sondages n'ont été aussi fragiles, mais tout le monde le dit, et je pense que voilà, il faut rester particulièrement prudent avec la primaire. Ce qui peut faire la différence, c'est l'expérience. Martine Aubry disait hier, il faut du courage, il faut de la détermination, il faut surtout de l'expérience, ce que n'aurait pas François Hollande. La différence, c'est la gauche. Il y a des qualités pour les uns et les autres, mais ce qui fera la différence, c'est celui ou celle dont on comprendra qu'une fois qu'il est confronté à l'exercice du pouvoir, il ne rangera pas ses promesses dans des tiroirs parce que la Commission européenne lui tapera sur les doigts. Les marchés financiers le gronderont. Si dès que les marchés financiers se mettront à gronder, les agences de notation aussi, et M. Barroso également, eh bien, on passe de la gauche modérée à la gauche light pour devenir la gauche tellement light qu'on ne sait plus la différencier de la droite, eh bien, on aura tout perdu. Et je pense que ce qui fera la différence, c'est la capacité à porter les espoirs du peuple. Aujourd'hui, beaucoup de Français pensent que le progrès n'est plus possible, que leur situation ne pourra plus s'améliorer, pas davantage que celle de leurs enfants. Ils pensent qu'ils sont condamnés au déclassement, pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, alors que ce pays continue de s'enrichir, alors que pourtant le progrès technique continue. Eh bien, la tâche de la gauche est de démontrer, je crois que Martine Aubry le fait très bien dans cette campagne, que le progrès social, c'est toujours possible. Oui. Nicolas Sarkozy aurait dit, à propos du premier débat télévisé des primaires, c'était un peu comme un jeu à qui veut dépenser plus. Écoutez, Nicolas Sarkozy il bavarde beaucoup. Il est en échec sur la sécurité. Il est en échec sur l'emploi. Il est en échec sur les déficits. Il est en échec sur la construction européenne. Donnez-moi un sujet sur lequel il ne soit pas en échec. Vous allez me dire la Libye ? La politique internationale, c'est sur le terrain Libye, actuel. Attendez, la Libye, après l'échec de la Tunisie, après avoir reçu Kadhafi en grande pompe. Donc, et nous avons dit, parce que nous l'avions demandé, nous avons salué ce qui s'est passé en Libye. Mais objectivement, le bilan de Nicolas Sarkozy parle pour lui. Et voilà, on a une expérience démocratique originale.
qui ne convainc pas Nicolas Sarkozy, mais dont je peux comprendre qu'il ne soit pas convaincu par l'expérience démocratique, lui qui a mis un soin particulier à contrôler tous les contre-pouvoirs, dont la justice, dont on comprend qu'il ait voulu contrôler la justice, tant aujourd'hui l'affaire Takidine ramène à lui, tant l'affaire Bourgi ramène potentiellement à lui, tant l'affaire Djouri ramène à lui. Voilà. Ça veut dire que si vous gagnez la présidentielle, vous allez, comme on dit, ouvrir les tiroirs sur toutes ces affaires, vous annoncez... Mais heureusement, il y a des juges qui font leur travail dans ce pays. Heureusement qu'il y a des juges, Madame Prévost-Després, Monsieur Van Ruynbeck et bien d'autres, et qu'il y a des acteurs de la justice aujourd'hui qui mettent, en dépit des difficultés qu'ils ont à faire leur métier, mettent tout en œuvre pour faire la vérité. L'affaire Takieddine, c'est potentiellement des rétrocommissions liées à la vente de sous-marins au Pakistan, qui a coûté la vie à plusieurs de nos compatriotes en raison d'un attentat potentiellement. L'affaire Djouri, l'affaire Bourgi, ce sont des versements en liquide, ce sont des mallettes qui circulent. Sur lesquelles il n'y a pas de preuves pour l'instant. Mais par définition, quand vous recevez 2 millions en liquide, c'est très compliqué d'aller suivre. C'était très compliqué de faire cette preuve-là. Sauf qu'il y a des gens qui étaient les acteurs de cette époque qui le confirment, qu'il y a des ministres, des gouvernements de l'époque qui le confirment. Donc il y a un faisceau d'indices qui justifie, en tout cas, qu'une enquête soit menée et qu'elle soit ouverte sur ce point-là et qu'on ne se pose pas simplement la question de savoir si M. Bourgi a diffamé, mais qu'on vérifie si oui ou non il y a eu financement occulte de l'UMP et d'un certain nombre de ses candidats et de ses personnalités les plus éminentes. Oui. Dans votre livre, vous dites, Benoît Hamon, ce livre, tournez la page, reprenons la marche du progrès social, vous dites la dette est illégitime. Vous accusez l'Europe d'ailleurs de ne rien faire, vous dites elle met sous tutelle les peuples. Il n'y a aucune raison de faire payer les peuples. Je dis que c'est quand même un tour de passe-passe extraordinaire que de mettre au banc des accusés l'État et la sécurité sociale aujourd'hui, alors que c'était l'État qui est venu au secours des banques, alors que les déficits ont été creusés en raison des baisses d'impôts, et notamment des baisses d'impôts aux plus riches et aux entreprises les plus riches, alors que la dette s'est creusée en raison du fonctionnement des marchés financiers et de la crise des subprimes. Et aujourd'hui, les droites européennes et la droite française en tête nous expliquent que pour sortir de la crise, il faudrait couper dans les dépenses sociales, remettre en cause la Sécu, c'est pour ça qu'on dérembourse, c'est pour ça qu'on fait payer plus les complémentaires, remettre en cause les services publics. Moi je dis aujourd'hui qu'une grande partie de cette dette est illégitime et que ce n'est pas au peuple de la payer et qu'il est inadmissible et inacceptable. Vous êtes tous d'accord là-dessus, Benoît Hamon. François Hollande est d'accord là-dessus. Oui, mais sur le fait que cette dette est liée aux baisses de recettes fiscales, oui, tous les socialistes proposent la même chose. Dès que nous arriverons au pouvoir, nous ferons une grande réforme fiscale qui supprimera l'essentiel des niches qui profitent aujourd'hui aux plus grandes entreprises et aux ménages les plus fortunés et qui augmentera les recettes. Nous voulons, nous, réduire les déficits, non pas en coupant dans les dépenses au bénéfice de ceux qui sont déjà n'en peuvent plus, mais nous voulons augmenter les recettes. Il y a, hélas, en France, plus de justice fiscale et des entreprises comme des ménages qui passent à travers les mailles de l'impôt alors qu'elles peuvent beaucoup. Je ne parle pas des classes moyennes, je ne parle pas des Français comme vous, moi et tous ceux qui regardent cette émission. Je parle des grandes entreprises les plus riches et des ménages les plus riches. Merci Benoît Hamon, porte-parole du Parti Socialiste, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci à vous.